Bonjour à tous et toutes. C'est toujours redoutable de commencer. Par quel bout commencer? Éducation, médias, l'information. Comme je disais dans mon bouquin, tout change. Les trois termes. Éducation, faut la repenser. Information, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est de plus en plus insaisissable. Et médias aussi. Maintenant, vous le savez, il y a des plateformes qui travaillent, je dirais, à la fois main dans la main et aussi contre les médias traditionnels et qui en même temps parfois prétendent eux-mêmes être médias. Et voilà, et c'est ça qu'il faut interroger, ces rapports du je t'aime moi non plus, qui deviennent de plus en plus complexes. Donc quand on fait une éducation aux médias, c'est sûrement pas l'éducation aux médias des années 60. Et en même temps, moi je milite pour remettre ça aussi dans des temps longs, qu'on sache d'où on vient, pourquoi ce champ-là s'est constitué de cette manière, éducation aux médias et à l'information plus récemment. Et je pense que voilà, il ne faut pas non plus voir de la nouveauté tout le temps. Vous voyez, c'est ça la difficulté. Ça change, mais il y a aussi des continuités. Alors, pour introduire peut-être les échanges, moi je dirais, je partirais d'une question que je m'étais posée dans un article qui était paru dans The Conversation, alors, avec un titre souvent en forme de question qui était peut-être un peu provocant, mais je pense que on doit en discuter ensemble, à mon avis. Est-ce que le fact-checking suffit? Voilà, moi je pense que c'est un vrai sujet qu'on doit tous se poser. Est-ce qu'on s'en sort avec le fact-checking? Est-ce qu'on rétablit la vérité et hop, ça y est, toutes les questions qui nous assaillent sont soudain résolues? Je pense pas tout à fait et je vais essayer de vous dire pourquoi. Moi, j'étais parti d'un raisonnement quand on rencontre, et vous l'avez certainement fait cette expérience aussi, des gens qui vous sortent, moi j'en ai connu, des gens très bien, j'aurais pas soupçonné, qui m'ont sorti des discours complètement complotistes pendant le Covid, ou qui relayaient des infox sans aucune vérification. On se dit, vous voyez, c'est la version actualisée du comment peut-on être persan. On a un énorme étonnement et on dit, mais comment on en est arrivé là? C'est toujours assez étonnant. Je pense que pour certains individus, je pense que malheureusement c'est un peu tard, mais du coup, en tant qu'éducateur, on doit tous réfléchir. Nous, comment ne pas en arriver là? Qu'est-ce qu'il faut faire en amont? Qu'est-ce qu'il faut faire avant pour éviter un certain nombre de choses? Et on se pose tous cette question. En tout cas, moi, ce que je me suis dit, et je l'ai expérimenté, c'est qu'il est bien tard, quand on en est là, d'opposer des arguments rationnels. Ça marche pas. La rationalité contre la supposée irrationalité, on voit bien que ça mène vite au dialogue de sourds. Vous l'avez certainement expérimenté vous-même, et c'est pas ça qui va rétablir un dialogue possible et des échanges possibles. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que, et ça c'est un mouvement, je pense que dans un premier temps, il faut peut-être laisser de côté le numérique. Après, on va le réintroduire, mais en laissant de côté, moi je pense qu'il y a une autre tendance qui est décuplée évidemment par le numérique, mais qui est quand même distincte, qui est cette injonction qu'on a tous, à tous les niveaux de la société maintenant, de construire un récit, de faire récit, d'avoir quelque chose qui se tienne. Et réalité ou fiction, on est dans ces cas-là, quand on arrive à cette confrontation-là, on est récit contre récit. Et c'est toujours difficile de voir quel est le plus vrai, quel est le plus plausible. Vous voyez, on est dans quelque chose de difficile. Et je pense que ça ne se réduit pas, mais ça j'aurai peut-être l'occasion de le développer aussi dans les échanges. Je pense qu'on aura des échanges et des questions. Ça ne se réduit pas à la question des fake news. Mais ça, je reviendrai là-dessus. Je pense qu'on ne peut pas le prendre uniquement, à mon sens, par cet angle. Donc moi je pense qu'il y a une raison profonde, tout est désormais récit. Et on pourrait multiplier les exemples, le marketing, le jeu, la politique, voire la science elle-même, qui maintenant est sommée de se mettre en récit pour être plus facilement accessible, etc. etc. Donc aucune activité sociale ne semble épargnée par cette tendance. Et moi je pense que on a là certainement les racines d'une méfiance généralisée, ou largement distribuée en tout cas. C'est-à-dire que les réseaux numériques ou les réseaux sociaux vont accentuer cette mise en récit de soi, en tout cas la rendre plus facile. On va pouvoir se construire un récit autour de sa personne, réel ou supposé, ou l'avatar qu'on s'est construit, et on va balancer ce récit, si je puis dire, dans des réseaux, en essayant de voir ce que ça donne et comment c'est reçu, etc. etc. J'ajoute que ces récits ne s'embarrassent pas toujours de vérité, voire même manipulent cette vérité.
Je soulignerai là simplement la puissance des récits alternatifs véhiculés avec une ampleur de moyens énorme, hein, par des groupes de pression. Et ça, je pense que ça, c'est une des grandes causes du XXIe siècle, à mon avis, mais ça, c'est un autre sujet, c'est la puissance des groupes de pression. Et la puissance aussi des États illibéraux. Je ne vais pas vous faire un exemple, mais l'invasion de l'Ukraine en a fourni des exemples, surtout au début, je dirais, quasi quotidiens. Et en fait, l'idée, c'est plus maintenant de fournir un récit cohérent, crédible, basé sur des preuves, hein, entre guillemets, et parfois, j'ajoute dans les preuves, la complaisance, il faut le dire, de certains scientifiques qui peuvent être en situation voilà, de conflit d'intérêts manifeste, parfois sans s'en rendre compte, mais parfois en étant complètement conscient de ce qu'il faut. D'autres récits, moi je dirais, sans vouloir induire sciemment en erreur, ont davantage, dans le cas du marketing par exemple, comme horizon la vraisemblance. Il faut que ce soit vraisemblable, plausible si vous préférez. Et donc, ça s'apparente pour moi à des discours fictionnels auxquels il est possible d'adhérer. L'adhésion est possible. Et cet état généralisé laisse penser que les discours les plus relayés, car portés par des institutions, y compris démocratiques, ou par des médias à forte audience, ou bien encore qui correspondent à une opinion majoritaire, sont nécessairement suspects. Le fait majoritaire les rend même suspects, au point que, face à ces récits mainstream, il vaut mieux s'afficher comme un récit alternatif, qui va chercher systématiquement à débusquer le faux dans ces récits très importants. Et j'ajoute que, Arnaud le sait bien, les relais de propagande russe dans les pays occidentaux se présentent aussi comme ça, se présentent comme un récit alternatif à ce que disent les pays occidentaux, et nécessairement faux sur la Russie et le conflit avec l'Ukraine. Donc moi je pense que je mesure, et vous aussi certainement, jour après jour, les ravages de cette méfiance généralisée. Parfois, elle est fondée sur une collusion d'intérêts, comme on l'a vu, entre les multinationales et les scientifiques. Je pense que là, il y a un vrai travail à faire dans ce domaine. Absolument. Lorsque les scientifiques sortent dans les médias de leur domaine de compétences, ceci une réalité. Lorsque les médias et les politiques affichent une proximité suspecte, on pourrait multiplier les cas, là on peut s'interroger. Alors comment y remédier? Ça, voilà, on a le constat, c'est une vraie question. Les outils de fact-checking ne manquent pas. Tous les grands journaux, en gros, en disposent. Alors sous des formes un peu différentes. En France, je citerai le journal Le Monde, qui, à la différence de Libé et son Check News, va plutôt dresser une liste de sites a priori fiables, dignes de confiance, alors que Check News de Libération va plutôt mener l'enquête, si je puis dire, sur des faits pour essayer de rétablir la vérité. On a aussi, et ça on a une table ronde à Sciences Po là, il y a 10 jours où on voyait l'importance de l'investissement de l'AFP, l'agence France Presse, sur cette question, notamment par rapport à l'image, essayer de rectifier des images qui auraient été trafiquées, tronquées, etc. Voilà. Donc, mais je pense que c'est bien que ça existe, mais je pense que est-ce que c'est suffisant, c'est une vraie question. À l'école, l'école est toujours sommée de se justifier, de n'en faire jamais assez, etc. Ça, on connaît bien le discours. Souvenez-vous, j'aime bien remonter en arrière parfois quand ça éclaire le présent, mais quand Napoléon III a perdu la guerre de 70, la faute, c'était l'école. C'était l'école qui avait un enseignement trop théorique, alors que les Prussiens avaient un enseignement plus pratique. Donc, c'était mieux pour mener la guerre et la gagner. Donc, à l'école, on a l'éducation média, l'info, l'EMI. Quoi qu'on en dise, et malgré ses insuffisances, et elles existent, moi je trouve qu'il y a un travail remarquable fait par les professeurs documentalistes, et pas seuls. L'exemple montre bien que ça se fait avec des professeurs d'autres disciplines. Et quand on regarde ça de près, et notamment la semaine de la presse et des médias dans l'école, organisée chaque année par le CLEMI, on voit l'importance des réalisations. Ceci dit, c'est pas généralisé non plus. Et puis il y a eu un rapport, je crois fait par Becchetti-Bizot il y a quelques années, qui montrait que c'est le pic de l'activité cette semaine, et puis le reste de l'année, bon, c'est pas toujours à la hauteur des enjeux, on va dire. Ça dépend des établissements, évidemment, faut pas généraliser. Voilà. Alors, moi je voulais soumettre une piste à discussion et qui va pouvoir nourrir les débats, parce que ça peut vous heurter parfois. Moi je dirais, ça peut paraître paradoxal et susceptible d'aggraver le mal, c'est introduire le doute. Mais pas n'importe quel doute. C'est pas le doute nihiliste.
hein, où qui est présenté parfois comme le summum de l'esprit critique. On va tout remettre en question, hein, tout se vaut dans une espèce de relativisme généralisé. Non, moi je dirais réintroduire le doute constructif, c'est-à-dire pour moi c'est la suspension provisoire du jugement, hein, en attente d'avoir des données, des éléments factuels, des hypothèses un peu plus solides, un peu plus consolidées, qui vont permettre ensuite de tracer des scénarios, d'aboutir à des conclusions, y compris provisoires, etc. Je vous fais pas un schéma, mais en fait, c'est la méthode qu'on applique en recherche. C'est la méthode qu'on applique en recherche. Et sans doute, en recherche, il n'y aurait jamais de résultat. Hein, si on ne posait jamais de questions, c'est d'abord, et c'est ce que j'explique aux étudiants de master tous les ans, c'est que vous ne faites pas un plan s'il n'y a pas de questions préalables. Hein. Sinon, parce que leur premier réflexe, c'est de me dire est-ce que le plan va bien. Bah oui, mais. Vous n'avez même pas commencé la recherche. Voilà, ils n'ont pas commencé, ils ont déjà les réponses. Donc, il faut partir de questions. Mais c'est la manière de poser les questions. C'est pas n'importe quelle question, c'est pas n'importe comment. Il y a des méthodes, etc., etc. Et moi, je leur dis toujours, il y a les bonnes questions entre guillemets. Hein, c'est les questions qui sont susceptibles d'avoir des réponses. C'est-à-dire, on ne se pose pas des questions complètement hors champ et qui nécessiteront de toute façon une impossibilité de conclure, au moins provisoirement. Alors, ces réponses sont certainement provisoires, elles ne sont jamais définitives, hein, quels que soient les secteurs de la recherche d'ailleurs, parce que quand arrive un Einstein, il ne remet pas forcément tout en question, mais il va quand même relativiser son jeu de mots, tout ce qui s'est fait avant. Donc, mais ces vérités, elles sont quand même, sur des temps longs, hein, acceptées par la communauté. Mais je dirais qu'elles sont adoptées par des discussions collectives, hein, des discussions collectives, des mises en débat au sein d'une communauté. Et ça fait la différence. C'est pas un individu tout seul, génial, qui va changer comme ça la face du monde. Donc c'est pour ça que j'ai une collègue qui insiste beaucoup là-dessus. Hein, ça peut paraître pinaillé, mais elle dit qu'il faut revenir, il ne faut pas avoir peur, hein, de la controverse scientifique. Il faut en donner les éléments. Il ne faut pas faire croire non plus que la science, ça tombe du ciel, et c'est encore trop souvent enseigné comme ça, hein, je trouve. C'est une somme de résultats qui s'agence comme ça merveilleusement dans l'histoire. Mais elle fait bien la différence entre ça et la querelle. Et la querelle et la polémique. La polémique qui va être stérile et qui ne va pas être de la controverse, avec des arguments, des contre-arguments, etc., etc. Vous voyez la grosse différence. Et c'est cette éducation-là qui, à mon avis, n'est jamais trop tôt pour commencer. Alors, une objection qu'on me fait souvent, hein, quand je dis ça, c'est pourquoi vouloir introduire les méthodes de la recherche dans un public plus large, alors que la science s'établit dans un dialogue pointu et spécialisé entre pairs. PAIRS, évidemment. Parce que moi je suis parti d'un fait. La science, ses résultats comme ses méthodes sont présents dans le domaine public de toute façon et de plus en plus. Et notamment par la figure de l'expert, qui n'est pas tout à fait le scientifique. Il ne suffit pas que le scientifique, c'est ce que j'essaie d'expliquer parfois à certains de mes collègues, aille sur un plateau de télé, il change de posture, il devient un expert. Et la figure de l'expert, ça s'apprend. Hein, c'est pas venir raconter comme on parle dans un colloque entre spécialistes, etc. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Et ça, je pense que on n'y est pas toujours assez préparé. Je pense que la pandémie de Covid-19, elle est intéressante en ce sens où elle n'a pas inventé les choses, mais elle a exacerbé cette tendance, évidemment. Hein. Si vous n'avez pas vu d'experts à la télé pendant ce moment-là, sur tout et n'importe quoi, c'était assez... surtout sur n'importe quoi. Voilà, surtout sur n'importe quoi. Ouais. Moi, j'ai vu ce rapport, mais avec le Covid, il y avait Villani, à un moment, passé sans arrêt à la télé. On lui posait des questions du genre, est-ce qu'il fera beau demain, hein. C'était de ce niveau-là. Or, moi je pense qu'il me semble tout à fait irresponsable de contribuer à cette exposition médiatique sans donner les moyens aux différents publics d'accueillir ces informations. Hein. Vous leur donnez des trucs qui ne sont pas forcément digérables comme ça facilement. Donc je pense qu'il s'agit de permettre à un public plus large qu'aujourd'hui de soumettre ces questions mises sur la place publique dans les médias à un questionnement fécond, mais pas à une remise en question indifférenciée et systématique. Hein. Et là, la nuance, à mon avis, est importante. Alors, pour être à la hauteur de ça, je pense qu'il y a un élément très important, c'est la formation des enseignants. La recherche, et je sais de quoi je parle parce que je l'observe, il est encore trop souvent convoqué pour présenter les dernières avancées scientifiques dans son domaine de spécialité, mais plus rarement pour faire comprendre les méthodes
qui ont amené à ces résultats nouveaux. Et lorsque l'apprentissage de ces méthodes est mis en avant dans l'enseignement scolaire, dans des programmes de type la main à la pâte que vous connaissez tous, c'est encore, à mon sens, trop exclusivement dans le spectre limité des sciences expérimentales. Donc moi, je rêve qu'on arrive à mettre sur le même plan les sciences humaines et sociales et leurs méthodes, dans une fête que moi j'appellerais la fête des sciences, et pas de la science à grand S, et on verrait aussi comment on travaille en sciences humaines et sociales. C'est pas uniquement de la vie, de l'opinion, le café du coin, vous voyez, c'est pas ça. Je dirais que le séminaire, c'est un peu notre paillasse à nous, et le séminaire, c'est quand on arrive devant des pairs, avec quelque chose de construit mais pas de complètement abouti, et que la discussion s'engage, et que de nouvelles pistes émergent, des oppositions. Là, on est au cœur, justement, de ce que j'appelais la controverse scientifique. Je pense que ça, ce serait bien. C'est peut-être moins montrable qu'une paillasse, encore que. Je pense que ce serait bien qu'il y ait une acclimatation, une acculturation à ces méthodes dans un public plus large, qui ne se disent pas que tiens, c'est une opinion qui paraît dans le journal, ou bien c'est les lubies du professeur Truc. Voilà. Moi, je pense qu'il y a une dimension collective, et dans cette dimension collective, il y a quelque chose qui me semble très important, c'est un art du questionnement. C'est comment j'arrive, avec cet art du questionnement, à essayer de me focaliser sur des questions qui vont être jugées suffisamment importantes par une communauté de recherche, et qui ensuite vont pouvoir déboucher sur des réponses ou des éléments de réponse intéressants. Voilà. Et je pense que ce boulot-là, il reste, à mon avis, à faire. Alors je dirais, et je pense que ça peut se faire assez tôt, dans la scolarité. C'est pas, évidemment, on va pas leur dire en CP, aujourd'hui on va faire un cours d'épistémo en sciences humaines et sociales, c'est évident. Mais apprendre à noter ces questions, à y réfléchir, à les mettre en relation avec d'autres questions, etc., moi je pense que voilà, ce serait un entraînement qui serait assez utile, à mon avis, pour la suite, et de juger de la pertinence des arguments des uns, des autres, en s'écoutant. C'est pas, là, je parle pas des caricatures de débat qu'on a souvent dans les chaînes d'infos en continu, où on est là où on est plus là pour asséner des points de vue qui vont s'entrechoquer et si possible faire le buzz. Voilà. Donc je pense que il faut plus, à mon sens, mais ça je sais que c'est un combat et c'est un chantier pour les gens même qui vont nous succéder, à mon avis, c'est ne plus penser l'enseignement des sciences, et j'inclus les sciences humaines et sociales, tous les types de sciences, sans une réflexion sur les conditions d'établissement des faits scientifiques dans les disciplines, dans toutes les disciplines. C'est-à-dire, là c'est une approche réflexive qui me semble nécessaire, bref, des savoirs qui intègrent les conditions de leur propre production. Et à vouloir masquer ça, comme c'est encore trop souvent le cas, souvenez-vous de vos cours je sais que tous les profs font pas pareil, je ne veux pas généraliser, mais souvenez-vous des cours que la plupart d'entre nous avons eus en physique, en maths, etc. On voit pas trop l'histoire de la discipline, on voit pas pourquoi telle approche, à un moment donné, a pris le pas sur une autre, etc. C'est un peu masqué tout ça. On a vraiment l'impression au fil des chapitres, des notions, que c'est des choses qui s'empilent, qu'on doit connaître, etc., etc. Voilà. Et je pense que cette dimension-là, elle me semble manquer cruellement, et je pense que malheureusement on le vit très directement aujourd'hui, ce manque. Voilà. Et est-ce que c'est pas ce qu'on appelle l'esprit critique ? Si, mais cette incarnation du doute. Cette incarnation du doute, mais c'est une. Tout à fait, tu as raison. Mais je pense que dans l'esprit critique, il y a des esprits critiques. Il y a plein de choses, très différentes derrière cette acception. C'est une forme d'esprit critique qui inclut, à mon avis, qui doit inclure une dimension réflexive, c'est-à-dire sur les conditions de production de ce qu'on est soi-même en train de faire. On ne peut pas être dans une situation surplombante, parce que ça, c'est fini. C'est fini, à mon sens, et je pense que ce serait une grave erreur de croire qu'on pourrait continuer à diffuser. Vous voyez, même l'idée de vulgarisation, de diffusion des connaissances, moi je trouve qu'il faut revoir tous ces termes et surtout les méthodes, parce qu'il y a toujours la posture d'un sachant et d'un non-sachant, d'un ignorant, voilà. Et je pense que c'est de moins en moins vrai. Les connaissances circulent très très largement, mais ça ne suffit pas non plus. Il faut apprendre le discernement, il faut apprendre à questionner, voilà. Donc c'est une forme d'esprit critique, oui, mais une forme d'esprit critique, je dirais, exigeant, qui ne se réduit pas, à mon avis, à
à quelques, comment dirais-je, une sorte de petit mode d'emploi qu'on appliquerait mécaniquement, et puis bon, on a vérifié notre source, elle est bonne, elle n'est pas bonne. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est plus fondamental et qui est plus exigeant, et qui a, à mon avis, à inculquer assez tôt, quoi, voilà, dans les cursus. Et oui. Donc voilà ce que je voulais dire. Bonne transition. Voilà.